Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Ce soir, j'ai le plaisir de traiter le sujet comment les SCPI s'inscrivent dans la finance durable. Donc, sujet hautement d'actualité. Et j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste de la question, Maximilien Lem. Alors bonsoir Maximilien. Bonsoir. Alors Maximilien, donc tu travailles pour la société Perial Asset Management et je te laisse te présenter parce que tu feras ça bien mieux que moi. Enchanté, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis le responsable des partenariats pour la société Perial. Donc mon métier consiste à être en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine de manière à promouvoir ma société, mais aussi à mettre en avant les SCPI que nous gérons. Voilà, donc nous allons parler un petit peu de tout ça dans le détail et on va revenir aux bases pour tous les néophytes qui nous écoutent. Les spécialistes y trouveront leur compte aussi, il n'y a pas de souci. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une société de gestion ? On va commencer large. Alors tout d'abord, la société Perial Asset Management est une maison de gestion, une société de gestion qui est une société qui a pour vocation à gérer des fonds immobiliers en étant ce qu'on appelle, nous, en interne, un pure player, c'est-à-dire en maîtrisant toute la chaîne de valeur. On sélectionne l'immobilier, on entretient l'immobilier, on est en relation directe avec les locataires, et notre métier et notre devoir consiste à gérer des fonds dans la durée et à délivrer naturellement de la performance sur nos fonds SCPI. D'accord, donc comment ça fonctionne un petit peu concrètement quelles sont vos entrées, quelles sont vos sorties à votre société ? Nous, aujourd'hui, on est une maison de gestion totalement indépendante et à capitaux familiaux. Et la particularité qu'on a chez Perial, c'est véritablement qu'on a été les créateurs de la première SCPI du marché en 1966. Résultat, notre métier, il consiste à accompagner l'immobilier, à en accompagner les mutations, et notamment les mutations sur l'avenir des bureaux, l'avenir des commerces, l'avenir des usages de l'immobilier, mais aussi et surtout des nouvelles réglementations environnementales qui aujourd'hui, ça devient un sujet de plus en plus récurrent et exigé aussi d'un point de vue réglementaire. Et c'est une bonne chose. Donc, si je comprends bien, cette société de gestion achète ou réalise des projets immobiliers, des programmes, qu'elle ensuite commercialise auprès d'experts de la finance, donc des conseillers en gestion de patrimoine par exemple, qui vont eux proposer ça dans le portefeuille de leurs clients. C'est ça qu'on appelle la SCPI finalement, qui est une sorte de part sociale finalement de ce programme de gestion. Alors c'est ça l'explication plus simple, elle est que la société Perial communique non pas à une clientèle particulière en direct, mais plutôt à une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est ces conseillers en gestion de patrimoine qui ensuite vont commercialiser les produits auprès de leurs clients. Voilà. Le schéma d'une SCPI, ça a la particularité d'être un placement assez transparent et assez simple en termes de fonctionnement, puisque ça consiste à collecter des capitaux, acheter des immeubles, loger des locataires dans nos immeubles, encaisser des loyers, stocker des réserves de sécurité pour les travaux, pour l'entretien, etc. et redistribuer des revenus trimestriels. On a la particularité d'être un fonds réglementé par l'autorité des marchés financiers, mais aussi par la réglementation naturelle de l'immobilier. Donc c'est vraiment un fonds à destination des épargnants avec un niveau de protection assez important, puisqu'il y a des organismes de contrôle, des commissaires aux comptes, des banques dépositaires et des assemblées générales qui s'organisent chaque année par les porteurs de parts. D'accord. Donc quand on achète une SCPI, on achète une petite partie d'un programme ou on achète une petite partie de votre société de gestion ? Alors ni l'un ni l'autre, on achète un pourcentage ou du moins un nombre de parts d'un patrimoine global qui est composé par la SCPI. Donc on va prendre un exemple très concret, une SCPI comme PFO2 qui a une taille de 2,8 milliards d'euros, a plus de 200 immeubles et plus de 500 locataires. Et un investisseur qui achète 10 000 ou 15 000 euros de la SCPI devient propriétaire proportionnellement à sa quotité de parts sociales détenues. Donc finalement, j'achète,
je récupère des revenus tous les trimestres, donc c'est l'objectif d'un épargnant, c'est de compléter ses revenus. Oui. Et effectivement, dans la durée, l'immobilier a vocation à se revaloriser ou à maintenir sa valeur. Alors, pour que tout le monde soit clair là-dessus, est-ce que ce produit financier il garantit le capital de l'épargnant? Alors la SCPI, pas comme son nom l'indique, mais la SCPI, c'est à 100% de l'immobilier. C'est ça aussi, c'est un placement qui est très pur, puisque à l'intérieur d'une SCPI, vous avez des immeubles, des locataires et plus de 150 collaborateurs qui travaillent quotidiennement à analyser les indicateurs, les nombres de locataires, la durée des baux résiduels, les taux d'encaissement des loyers, etc. Effectivement, tout comme l'immobilier, le capital n'est pas garanti et les loyers ne sont pas garantis. D'accord. J'ai envie de dire, pour être plus précis, quand vous achetez des immeubles de qualité avec une très belle localisation et vous avez des locataires de grande signature qui sont des leaders de marché, en tout état de cause, l'immobilier n'a jamais eu une performance négative, puisque j'ai 2 chiffres à te donner. Les SCPI, depuis 1988, elles n'ont jamais eu un rendement moyen inférieur à 4%, ni un rendement moyen supérieur à 8%. Donc finalement, depuis 88 jusqu'à ce jour, le rendement il va de 4 à 8% Oui. en performance moyenne. Donc finalement, ça reste un placement qui accompagne les générations et qui est un placement très long terme. Voilà, c'est un petit peu un placement refuge comme l'immobilier tout court quand on achète son appartement ou on achète une maison ou un immeuble. D'accord, très bien, merci pour cette précision. Alors maintenant, puisque le sujet c'est la finance durable et justement comment ce produit financier s'inscrit-il dans la finance durable? Alors, est-ce que concrètement, donc il y a des SCPI qui sont tagués finance durable. Donc je pense que la Maison Périal est justement fort représentative de ce phénomène-là. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Alors je vais rappeler pour les auditeurs que Périal est une entreprise qui a 55 ans d'histoire et il y a des chiffres importants. On gère 6 milliards d'immobilier. On a plus de 500 immeubles, plus de 1400 locataires. Et notre particularité, c'est que dès 2009, on s'est intéressé à l'utilisation des critères ESG, c'est-à-dire à avoir une analyse d'indicateurs mesurables et quantifiables qui nous permettent de mesurer les consommations d'eau, les consommations d'énergie, l'impact carbone, etc. Et finalement, nous, on a une conviction chez Périal, c'est que l'immobilier sera responsable ou ne sera pas. J'ai même envie d'aller au-delà de ça. Les performances financières dépendent des performances extra-financières qui, de plus en plus, ont un impact assez important, ne serait-ce que pour fidéliser les locataires, pour maintenir les valeurs et surtout conserver un immobilier attractif à la location et à la revente. D'accord. Et finalement, concrètement, quels sont ces critères ESG qui s'appliquent à ce produit financier, au SCPI? Alors sur les SCPI de Périal, on a une grille interne composée de 60 critères ESG. Donc on va rappeler que le E signifie environnement, le S social et sociétal, et le G c'est la gouvernance. La gouvernance, en d'autres termes, c'est les parties prenantes, toutes les personnes qui affluent. Donc ça peut être les locataires, les property managers des immeubles, etc., etc. Nous, on a 60 critères ESG, on va en prendre quelques-uns. Sur l'environnement, ça va être les consommations d'eau, les consommations d'énergie, la note carbone, le pourcentage de végétalisation qui compose l'immeuble. Sur la partie sociétale, c'est le Walk Score, donc c'est la proportion d'actifs à moins de 100 mètres de l'immeuble, tout ce qui va être commerce de services, vie sociale, tout ce qu'il y a autour de l'immeuble, des salles de sport, des salles de repos, des centres commerciaux. On va aussi intégrer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, le confort, le bien-être, donc c'est les prestations de services. Et la gouvernance, c'est la relation qu'on a en place avec les locataires et les property managers qui, chez Périal en tout cas, s'engagent à signer aussi des engagements de jouer un rôle dans cette chaîne de valeur qui effectivement ne dépend pas que de nous, mais dépend aussi des locataires, des occupants, etc. Donc finalement, la force qu'on a chez Périal, c'est que depuis 2009, et depuis le lendemain du Grenelle de l'environnement, bien sûr, on a eu la volonté, grâce à des convictions très fortes, qui sont poussées par la présidence et par les convictions du comité exécutif de Périal, que l'ISR, c'est l'immobilier de demain, et que l'immobilier de demain doit conserver une certaine forme d'attractivité et de performance naturelle. Et il ne peut pas y avoir de performance sans un minimum d'amélioration dans l'immobilier. Nous avons en interne une équipe composée de 25 collaborateurs qui s'attellent à faire ce métier d'analyse. Donc ça va être une analyse pendant la détention des immeubles, mais aussi avant l'achat. C'est du suivi de ces fameux critères ESG que vous avez mis en place, donc vous les suivez dans le temps. C'est ça.
ça? C'est ça. D'accord. On les suit et on les communique aussi à nos investisseurs à travers des rapports extra-financiers qu'on diffuse pour nos fonds, qui permettent à n'importe quel investisseur de pouvoir visualiser ce qu'on a mis en place sur certains immeubles. Ça peut être par exemple le tri des déchets sélectifs, l'isolation phonique, le changement des moquettes, le changement des systèmes de chauffage. Donc c'est vrai que c'est passionnant parce que l'immobilier, il y a beaucoup d'opérations à faire qui ne sont pas forcément coûteuses, mais qui permettent de créer de la performance et d'améliorer. Toutes les consommations. Et donc, vous suivez ces critères et donc, au fur et à mesure du temps, vous essayez de les améliorer pour chaque immeuble, enfin pour chaque lot d'immeubles, chaque SCPI, donc, a son amélioration de critères durables dans le temps. On peut résumer ça. Voilà. C'est ça. C'est vrai que en fonction de la connaissance des personnes, ESG et ISR, ça peut paraître des codes. Et c'est pour ça que je pense qu'on fait ce podcast ensemble. L'objectif, c'est de mettre en avant que ça va au-delà des exigences de label et au-delà des exigences réglementaires. C'est-à-dire que c'est dans les convictions de notre société de se dire qu'il faut faire des opérations de manière à que l'immobilier conserve une attractivité et fidélise les locataires dans le temps. Et on voit depuis le Covid qu'il y a eu une grande remise en question de l'usage de l'immobilier. Et parce que l'usage de l'immobilier, finalement, c'est le temps qu'on y passe. Est-ce qu'on a une bonne expérience? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce que, d'un point de vue environnemental, on arrive à attirer les meilleurs locataires? Et c'est vrai que c'est toute une chaîne de valeur, parce que je rappelle qu'une SCPI, c'est un placement très long terme. Je vais vous donner quelques stats. On va prendre des statistiques assez intéressantes. En moyenne, un Français, quand il achète un véhicule, il la garde 8 ans. En moyenne, un Français, quand il achète sa résidence principale, il la garde 10 ans. Et en moyenne, un Français, quand il achète des parts de SCPI, il les conserve 28 ans. Donc on est vraiment sur un placement qui accompagne les générations, qui se transmet, qui permet de compléter ses revenus. Et il y a une importance de travailler effectivement dans le quotidien à améliorer cela. Voilà. Et c'est vrai qu'on a quelques éléments importants. Premièrement, on est persuadé que c'est en ayant ces philosophies qu'on arrivera à créer de la performance. Mais pour aller au-delà de ça, je pense que le marché global des SCPI commence à se positionner de plus en plus là-dessus. Notre force, c'est qu'on le fait depuis plus de 10 ans, mais effectivement, le marché est tourné vers une épargne plus verte et vers un immobilier plus respectueux. Mais c'est surtout qu'on a un objectif, c'est que nos immeubles ils gardent une valeur à la revente et que les locataires ils restent longtemps à l'intérieur. Et ça, sans améliorer un immeuble, je ne vois pas comment on pourrait y arriver. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, je suis un épargnant ou je suis un conseiller en gestion de patrimoine et je cherche des produits financiers adaptés pour mes clients. Comment je choisis ma bonne société de gestion et comment je choisis les bonnes SCPI que je vais y mettre dedans en fonction effectivement de cette volonté de m'inscrire dans la finance durable. Comment je fais? C'est la grande question que tous les CGP ont aujourd'hui. Donc je pense que la SCPI est un placement qui est assez passionnant et qui est d'autant plus passionnant qu'il est transparent. Et la transparence nécessite justement de pouvoir communiquer une multitude d'indicateurs. Je vais vous donner quelques indicateurs qui, selon moi, sont indéniablement importants. Ça va être l'historique de la SCPI, donc quand est-ce qu'elle a été créée, quelle est sa taille, est-ce qu'elle a 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et effectivement, c'est aussi le ratio nombre d'immeubles, nombre de locataires. C'est-à-dire pour un immeuble, combien j'ai de locataires. Plus il y a de locataires en proportion de nombre d'immeubles, plus la SCPI a une forme de dilution de risque et de mutualisation. D'accord. Les autres points, ça va être aussi quelle est la proportion des loyers réglés par les principaux locataires. Puisque quand vous avez 500 locataires pour 200 immeubles, est-ce que les 10 plus gros locataires représentent 50% des loyers? Et là, effectivement, il y a un risque locatif si les 10 locataires s'en vont sur la performance du fonds. La SCPI est un placement bon père de famille qui s'apprécie dans une détention long terme et qui nécessite aussi de voir si la SCPI, elle a passé les crises, elle a passé les mutations. Est-ce que le patrimoine, il est constamment renouvelé? Est-ce qu'il y a des opérations d'arbitrage? C'est un placement vivant. Et la taille, l'historique, le rendement, les perspectives de valorisation et aussi peut-être la stratégie de la société de gestion, parce que la SCPI, ça a une particularité, c'est que quand on la commercialise, on se base sur les performances passées. On se base très rarement sur les performances futures. Et je pense qu'il est important peut-être de regarder davantage quel est l'objectif du fonds, quelle est sa stratégie, quelle est sa philosophie d'achat. Est-ce que c'est la dynamique du Grand Paris? Est-ce que c'est plutôt l'immobilier responsable? Est-ce que c'est plutôt les thématiques de santé et d'éducation? Et en fonction de la stratégie du fonds, on a un regard qui est beaucoup plus précis sur les perspectives des performances qu'elle peut apporter, etc. Donc c'est assez complexe, mais il est important de diversifier
de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et surtout de faire confiance à des maisons de gestion qui ont de l'historique, qui ont un savoir-faire et qui savent comment l'immobilier réagit dans un contexte de crise ou dans des contextes différents. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Donc, je suppose que les sociétés de gestion fournissent toute la documentation nécessaire sur la SCPI pour vérifier tous ces critères. Et si c'est une nouvelle SCPI, donc un nouveau programme, donc on n'a pas toute l'ancienneté que tu viens de citer pour faire des comparaisons, pour s'assurer du bien fondé, est-ce qu'il y aurait des critères particuliers sur des nouveaux programmes ? Je pense qu'il est important d'accompagner aussi les nouveaux produits au lancement parce que effectivement, toute SCPI a une chance sur le marché. Il est toujours judicieux de regarder la maison de gestion, donc qui est le gestionnaire. Et là, du coup, son histoire. Son histoire, qui sont les investisseurs. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, qu'on était une société indépendante et à capitaux familiaux, 100% française, localisée à Paris, dans un siège social qui est visible de tous, qui est ouvert à tout le monde. Il faut aussi savoir, est-ce que l'entreprise adhère à des convictions aussi, et quelles sont sa manière de faire et sa philosophie d'investissement. Mais effectivement, une jeune SCPI a aussi toute sa place dans une allocation. L'important, c'est la diversification, mettre des SCPI plus jeunes, plus anciennes, plus grosses, plus petites, de manière à avoir une approche la plus sécuritaire et la plus diversifiée. Et j'espère en tout cas qu'il y aura encore une multitude de créations de SCPI, parce que l'immobilier, c'est un sujet très vaste et la porte est ouverte à tout le monde. Oui, il y aura encore beaucoup à faire. Très bien, merci beaucoup Maximilien pour toutes ces informations. Je crois que là, on a donné à nos auditeurs beaucoup de grains à moudre, beaucoup de réflexions sur ce produit finalement qui est sûrement le plus transparent dans l'inscription dans la finance durable, puisque le logement est en pleine mutation, effectivement, avec des logements qui sont à zéro émission. Hein. On a ça qui arrive maintenant sur les marchés qui sont achetables. Et effectivement, la finance s'adapte. Et la finance nous permet de placer et d'épargner sur des projets qui sont porteurs d'avenir. Donc merci beaucoup Maximilien. Et puis à très bientôt à tous les auditeurs. Merci à tous. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.